Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir aujourd'hui à la Fabrique de l'Innovation. Je me présente, je m'appelle Camille Guillon, je suis responsable de l'événementiel et de la communication à la Fabrique de l'Innovation. Vous êtes ici dans la nouvelle édition des Regards Croisés, qui est un format en fait mis en place par la Fabrique de l'Innovation. Le principe, c'est qu'on fait dialoguer un représentant du monde de l'entreprise avec un représentant du monde académique autour de sujets en lien avec l'innovation et la créativité. Et ce matin, on va parler d'un sujet aussi fascinant qu'essentiel, le rôle des imaginaires et des récits dans la conception du futur. En préambule, on peut se le dire, on vit une époque qui est marquée par l'incertitude et l'instabilité. On y reviendra au cours de cette table ronde. On traverse de multiples crises, qu'elles soient climatiques, géopolitiques, économiques, qui nous confrontent à des défis complexes et interdépendants. L'accélération des innovations, comme par exemple tout ce qui a trait à l'essor de l'intelligence artificielle, pour n'en citer qu'une, transforme nos sociétés à une vitesse inédite. Mais ces transformations aussi, elles se confrontent à des limites, qui sont les limites planétaires et de nos modes de développement. Donc dans ce contexte, une question se pose: jusqu'où pouvons-nous rêver? Et surtout, quel pouvoir a-t-on sur nos futurs? Donc face à ces changements radicaux, comment les entreprises, les acteurs académiques, les créatifs peuvent réinventer des imaginaires qui ouvrent de nouvelles voies? Donc pour y répondre, je suis très contente d'accueillir ce matin nos deux intervenants qui, à travers leur expérience, vont vous démontrer comment, à travers la prospective, l'utopie, le design fiction, on peut nourrir des visions audacieuses du futur qui soient à la fois inspirantes et innovantes. Et je vais commencer par présenter du coup notre première intervenante, donc Sandrine Castan. Vous êtes directrice du pôle conseil prospective, stratégie et management de l'innovation à Spark Lab. Vous êtes initialement ingénieur agroalimentaire et vous avez complété votre formation avec un executive MBA à l'EMU. Vous avez 20 ans d'expérience en agroalimentaire avec une première étape dans l'industrie autour de la conduite de projets industriels et le développement de marchés internationaux dans des entreprises telles que Candia ou Danone. Puis vous avez, dans un deuxième temps, travaillé dans l'innovation dans des entreprises telles que Valrhona. Et aujourd'hui, vous êtes donc directrice du pôle prospective de Spark Lab et vous accompagnez vos clients à anticiper les tendances pour bâtir les modèles durables de demain. Et Cyprien Tourtre, donc vous êtes designer, diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers Olivier de Serres et également diplômé de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Et pour votre projet de fin d'études, vous avez développé une fiction qui dépeint un monde presque entièrement recouvert d'eau, dans lequel on découvre notamment comment les communautés, différentes communautés et la manière dont elles vivent. On y reviendra au cours de cette table ronde. Et d'après vous, ce monde serait le nôtre dans quelques siècles et il explore différentes adaptations de l'être humain pour évoluer en harmonie avec ce milieu. Voilà, cette table ronde, elle va se dérouler dans un premier temps à travers un échange avec les intervenants et ensuite on vous laissera un temps de questions-réponses aussi avec nos intervenants pour que vous puissiez débattre avec eux. Et je vous propose de commencer tout de suite donc avec vous, Sandrine, par une première question sur ce qu'on appelle la prospective, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de ce terme. Dans quel contexte est-ce que la prospective s'inscrit et en quoi cette approche elle fait de plus en plus partie de la stratégie d'innovation des entreprises? Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus incertain. Ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme VUCA, qui est quand même pas mal enseigné en stratégie. C'est volatile, incertain, VUCA, le C, je ne sais plus, et le A, c'est ambigu. Et on évolue maintenant vers un autre acronyme qui démontre que c'est de plus en plus compliqué. Donc maintenant, c'est BANI, et donc il y a cette notion de brittle qui veut dire fragile. A qui est vraiment le anxious, et on est vraiment tous un peu dans cette éco-anxiété ou cette anxiété de l'avenir.
Et puis surtout, les deux suivants sont très intéressants. Le N, c'est non linéaire, et c'est quelque chose qui vraiment caractérise aujourd'hui l'évolution de notre environnement, que ce soit économique ou environnement, au sens de l'environnement. C'est qu'en fait, on ne peut plus prédire. Il n'y a plus de linéarité, il n'y a plus de continuité en fait dans ce qui va se passer. Et donc, toutes les projections qu'on fait, toute la stratégie qu'on mène en entreprise, etc., qui sont souvent sur des schémas un peu linéaires de reproduction et de continuité, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, les outils qu'on a appris de stratégie sont de moins en moins adaptés. Et puis, le I, c'est incompréhensible, et c'est aussi ce qui caractérise notre monde, c'est-à-dire qu'il y a une somme de signaux. Il y a une somme de choses qu'on entend et on a du mal à faire le tri entre ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, parce qu'on vit quand même dans un monde de plus en plus de fake news. Et donc ça se traduit pour les entreprises par une grande difficulté en fait, d'appréhender l'environnement qu'ils ont autour d'eux, enfin leur environnement, et puis quoi faire en fait de cet environnement. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne de ces signaux faibles, de ces tendances, et comment est-ce que je les traduis pour mon entreprise. Et donc généralement, finalement, on est plutôt figé face à ça, un peu le lapin dans les phares de la voiture, on est un peu figé, et donc ça fait des stratégies qui sont assez peu ambitieuses et assez conservatrices, parce qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre le truc. Et donc la prospective, c'est vraiment une discipline qui nous apprend à naviguer en incertitude, à comprendre le monde autour de nous, à comprendre, à lire les signaux autour de nous, et de le transformer en fait en action. Et vraiment la prospective, c'est une discipline d'action. C'est pas juste rester sur l'analyse des tendances autour de nous, mais vraiment qu'est-ce qu'on en fait ensuite pour notre entreprise. Enfin, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, la mise en contexte un peu sur la prospective et son utilité aujourd'hui, et les raisons pour lesquelles c'est une discipline qui est on en entend de plus en plus parler, parce qu'elle est de plus en plus adaptée aux besoins des entreprises aujourd'hui. Voilà, au détriment de ces anciens outils de stratégie qui sont un peu moins utiles aujourd'hui. Merci. Et vous l'évoquez, effectivement, le contexte ambiant, que ce soit lié aux enjeux climatiques, aux enjeux géopolitiques actuels, peuvent paralyser. Alors là, ce contexte d'éco-anxiété aussi que vous évoquez peut paralyser, mais à l'inverse, ça peut aussi être le point de départ pour créer de nouveaux imaginaires, et c'est ce que vous avez fait, Cyprien, en partant de cette peur en fait du monde actuel dans lequel on vit. Vous avez imaginé dans le cadre de votre projet de fin d'études une utopie pour réinventer nos modèles de société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? C'est en effet mon projet de fin d'études qui s'appelle Au milieu d'eux, et c'est un projet qui découle de mon mémoire de fin d'études, qui lui-même découle de ma peur de l'eau. J'ai commencé en fait à écrire sur ce sujet pour comprendre cette peur, et ça m'a plongé dans des recherches sur l'eau qui étaient au début très vagues et après qui se sont précisées sur comment comprendre cet élément en tant que milieu et entité vivante. Et c'est un projet de design fiction qui imagine un monde dans lequel notre planète serait presque entièrement recouverte d'eau, et d'autres conditions météorologiques font que ce serait presque invivable en fait sur la terre ferme, avec des températures extrêmes et des vents violents. C'est un scénario qui se base sur les prévisions du GIEC, mais qui les exagère considérablement pour atteindre justement des changements extrêmes. Donc c'est un scénario qui paraît catastrophique, mais qui justement prend le contre-pied de la dystopie et de l'angoisse liée au réchauffement climatique, pour essayer de construire une utopie et voir comment on pourrait réussir à s'adapter en tant qu'être humain, en explorant différentes possibilités, soit plus techniques, soit plus low-tech. Et donc j'ai imaginé différentes villes avec différents modes de vie et d'adaptation pour vivre dans ce milieu étranger et tenter de mettre en avant un peu notre possibilité de résilience. Ça fait beaucoup de facteurs de peur et d'anxiété dans un même projet. Ma peur de l'eau pour débuter, les peurs liées au changement climatique, ce que ça engendre, etc.
mais ce sont justement toutes ces peurs qui m'ont poussé à produire des imaginaires, produire des objets qui vont raconter quelque chose. L'objectif de ces récits, c'est proposer des nouvelles possibilités, donner de l'espoir, donner envie de voir l'après. Et je reviens sur ce que vous disiez, Sandrine, effectivement, si on revient sur la prospective, cette méthode un peu d'anticipation et d'action vis-à-vis d'un futur incertain. Quand on a préparé cette table ronde, vous disiez qu'il y avait deux attitudes en fait par rapport à cette incertitude. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ? Ouais, les deux attitudes qu'on voit, il y a une forme presque un peu passive qu'on appelle outside in, qui est vraiment comment je subis en fait l'évolution, l'environnement, etc. Et donc je suis tout le temps en réaction face à ce qui se passe, et donc c'est relativement inconfortable. Et puis ça ferme aussi le champ des possibles, puisque en fait on n'a pas d'anticipation, mais voilà, donc on a un temps de retard. Et nous, c'est vrai que ce qu'on essaye de pousser comme approche au sein de Spark Lab, c'est plutôt celle qu'on appelle inside out. C'est plutôt de se dire, ok, le monde change, essayons de voir un peu l'évolution autour de nous, mais essayons d'en identifier aussi des futurs souhaitables pour l'entreprise et crédibles et probables. Mais ça permet de réouvrir le champ et de se dire, par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport à la place que l'entreprise veut prendre en fait dans la société demain, comment j'utilise ces leviers de changement justement pour en faire des forces ou pour m'appuyer dessus. Et donc on est vraiment dans une posture qui est très différente et qui est beaucoup plus proactive et qui est aussi qui permet de reprendre en main un peu le futur de l'entreprise et de remobiliser du coup les collaborateurs derrière un projet d'entreprise qui est du coup moins anxiogène et plus ambitieux et plus porteur de sens pour l'entreprise. Donc c'est ces deux attitudes. Outside in, c'est vraiment on subit ce qui arrive de l'extérieur, et puis le inside out, c'est quelle place on veut prendre, comment on utilise justement ces changements pour transformer. Et c'est un peu, finalement ça fait le lien avec ton projet, on pourrait se dire on subit cette montée des eaux, ou on essaye d'avoir une société finalement viable et de repenser la société à une échelle un peu différente de temps, mais on est dans cette posture de se dire comment on en fait quelque chose de positif de ces évolutions. Et dans effectivement votre projet Cyprien, c'était important pour vous de matérialiser ces futurs possibles et de construire aussi un nouveau récit par rapport à ce contexte lié au réchauffement climatique. À quel point c'est important justement de rendre concret ces nouveaux récits ? Moi, j'ai utilisé la fiction comme mode de développement d'un monde pour essayer de créer des terrains d'entente entre l'être humain et le milieu aquatique. Et ça permet en fait de créer ensuite des objets pour créer de la discussion. C'est créer d'autres réalités dans le but de remettre en question donc, notre rapport à l'eau en tant que milieu et entité vivante. Pour ma soutenance de diplôme, je me présentais comme un anthropologue du futur. Et tous les objets que vous voyez un peu partout étaient disposés un peu comme dans un musée. Et j'expliquais comment vivaient les différentes communautés de ce monde en parlant de ces objets spécifiquement, ces objets, ces outils. Et tous ces éléments avaient alors un rôle d'objet témoin de civilisations passées et à venir. Ouais, j'en ai ramené certains. Il y a des objets entre guillemets finis et des maquettes. Ça, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des détails d'une des combinaisons que j'avais faites qui avait pour but d'essayer d'optimiser en fait les mouvements du corps dans l'eau. Et ces deux éléments sont des maquettes en fait de recherche qui venaient se greffer sur le corps. C'était vraiment, il fallait faire des tests pour essayer de comprendre comment ça marchait, comment je pouvais essayer de trouver pas encore des solutions à ce moment-là, mais merci. Ça suffit. Ouais, c'est bon. Merci. Et donc j'ai essayé différentes maquettes. Ici, c'était avec des écailles où en fait, quand on va faire certains mouvements de recul dans l'eau,
les écailles vont naturellement se lever avec la force de l'eau qui va les pousser, et ça permet au corps de continuer à avancer dans des mouvements de recul, ou même de se stabiliser en fonction des mouvements qu'on fait. J'ai aussi essayé différentes formes d'écailles. J'avais modélisé en fait en 3D différentes formes, et j'avais fait des projections de particules dessus pour voir lesquelles en fait seraient les plus hydrodynamiques. Vous aviez aussi développé des objets pour les rites funéraires? Ouais, tout à fait. Ça, c'est un objet qui fait partie d'un rite entier, donc avec plusieurs étapes. Et en fait, on va avoir la première étape, c'est la quête d'un morceau de bois flotté. Donc il faut aller en trouver un, il faut le chercher. Et ensuite, on va tresser une corde avec cet outil-là. Normalement, c'est en fait juste cette fourche-là qui permet de tresser. Et là, je viens la mettre sur un socle pour pouvoir en fait plus facilement tresser, mais même dans l'eau. Et donc cette corde, après, on va l'attacher au corps du défunt. On va l'enrouler sur elle-même et l'accrocher avec une petite corde aussi qui est faite d'un matériau comestible par la faune. Et ensuite, on met le corps dans l'eau, il va couler, et petit à petit, la faune va grignoter le petit morceau qui retient la corde, et au bout d'un moment, ça va se détacher, le bois flotté qui est aussi accroché à la corde va remonter, et en fait, ça permet d'avoir de visuellement en fait mettre visuellement le deuil en lumière, le passage du deuil, pardon, là. Et ça permet aussi d'avoir des paysages assez particuliers. En fait, si on imagine une sorte de cimetière à ces endroits-là, on va avoir une espèce de forêt de bois flotté qui tiennent sur des cordes assez contrastées dans le milieu. Le fait de créer des objets qui portent un contexte précis, ça aide les gens aussi à s'approprier ces objets-là et à imaginer, eux, d'autres éléments de ce monde. Et pour donner un exemple, c'est ce qui se passe un peu avec les créations du duo Dunerabi, qui sont un peu je vais dire les gourous, c'est un peu vulgaire, mais les gourous du design spéculatif. En fait, ils créent des objets à partir de fiction, mais c'est des objets qui ont un but domestique. Donc, en les ancrant dans notre quotidien, c'est des objets qui témoignent quand même de fiction critique de notre propre réalité. Donc, le fait de créer ces objets témoins, effectivement, dans le cadre de votre projet, ça aide à se projeter dans cette utopie que vous avez imaginée en 2400, où l'eau a recouvert à 90% la surface de la Terre. Donc ça nous oblige à repenser nos modes de consommation, nos rites de société, comme les rites funéraires que vous avez développés, notre manière de se vêtir aussi également. Donc vous êtes allé très loin en fait dans le récit pour construire cet imaginaire, pour que les gens se l'approprient, pour engager ensuite la discussion, pour repenser aussi notre relation au milieu, et notamment à l'eau, et pour sensibiliser malgré tout à cette cause, à cet impact du changement climatique. Du coup, Sandrine, je vous pose un peu aussi la même question, à quel point c'est important dans le travail de prospective que vous faites au sein de Spark Lab avec les entreprises que vous accompagnez, de rendre concret en fait ces futurs possibles à partir de l'identification, comme vous disiez, de signaux faibles. Il y a cette phase d'identification, voilà, mais après il y a ce passage à l'action et de matérialiser ces perspectives en fait. À quel point c'est important et comment est-ce que vous le mettez en place au sein de Spark Lab? Alors chez Spark Lab, on a vraiment une approche, il y a une définition qu'on a vraiment fait nôtre, c'est que l'innovation c'est un processus social, donc ça passe vraiment par la co-construction et un travail collaboratif. Là, par rapport à la prospective, ce qu'on trouve hyper intéressant, c'est que en fait, dans l'entreprise, chacun dans ses métiers et ses expertises a une vision du futur. Globalement, tous, on se projette un peu dans les évolutions qui peuvent impacter nos champs d'expertise ou nos métiers. Mais il n'y a pas cette vision commune et il n'y a pas ce puzzle commun, en fait. Et
Donc nous, on est vraiment dans une approche, on n'est pas un cabinet de prospective au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser des études prospectives approfondies, il y a des cabinets qui sont bien plus spécialisés que nous là-dessus. Par contre, ces outils de la prospective, on les utilise pour rassembler en fait les collaborateurs derrière une vision commune. Et nous, on va travailler avec eux effectivement sur des grandes tendances qu'ils ont identifiées comme importantes dans leur environnement. On approfondit un peu ces sujets-là. On va avoir des interviews à la fois en interne et à la fois d'experts en externe sur ces domaines spécifiques. Mais ensuite, le travail, il est surtout finalement de les faire co-construire une vision et de partager chacun leurs pièces de puzzle pour les assembler et créer une image globale en fait pour l'entreprise. Et c'est surtout ça en fait l'exercice important pour nous, c'est que tout le monde puisse se projeter dans la même vision. Parce que sinon, en fait, chacun part un peu dans son sens et ça manque d'alignement. Et du coup, les actions qui sont menées sont beaucoup moins impactantes pour l'entreprise ou génèrent aussi un peu de conflit parce que tout le monde n'est pas aligné sur les mêmes prochaines étapes pour l'entreprise. Et donc là, c'est vraiment d'unifier, rassembler derrière une vision commune. Et une fois que ce travail est fait, du coup, on peut utiliser cette vision. Après, on utilise un outil qu'on appelle le backcasting, qui permet, à partir de la vision un peu plus ambitieuse qu'on a posée, parce qu'on a réouvert le champ des possibles, en fait, on vient déterminer les marches manquantes, enfin l'escalier qu'il faut construire, et donc c'est la stratégie d'innovation, pour que cette vision puisse se réaliser. Et donc, pour nous, ce qui est important par rapport à ces enjeux de matérialisation, c'est surtout de rassembler derrière une compréhension commune des enjeux, que chacun se soit approprié en fait un peu les enjeux de chaque métier, de cette mise en commun. Et ensuite, on peut emmener l'équipe, on peut emmener le collectif vers la construction de ce futur, et donc une feuille de route stratégique innovation et des chantiers exploratoires à mener pour aller acquérir les expertises, les compétences, les connaissances qui manquent justement pour réaliser cette vision. Nous, on est plus dans une projection à 10 ans, 15 ans pour emmener vraiment et embarquer sur la vision, mais ensuite la mise en action, elle se fait dans les 3 ans en fait. Donc voilà. Et la difficulté souvent en entreprise, c'est que beaucoup de gens ont ces pièces de puzzle de ce qui se passe autour, mais ne savent pas comment les mettre en œuvre ou quoi en faire pour transformer justement et se mettre en mouvement. Est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées ou avec lesquelles vous êtes en lien étroit, qui ont utilisé ces méthodes de prospective et qui justement ont matérialisé des choses? Alors matérialiser d'une certaine... Enfin, en fait, ça va être assez conceptuel, parce qu'on est quand même à l'échelle d'études approfondies que les entreprises vont restituer. On avait fait témoigner sur un de nos événements, notamment l'entreprise Essilor et puis l'entreprise Vinci, enfin la partie Léonard, donc qui est le pôle innovation de Vinci. Donc eux, ils font des vraies études prospectives approfondies, et ensuite l'enjeu, c'est effectivement de les restituer sous forme suffisamment matérielle, enfin que ce soit des supports, que ce soit des histoires, que ce soit des cartes challenge, que ce soit en tout cas de donner du contenu sur un support matériel pour que les gens puissent effectivement lire, s'approprier. Leur difficulté, c'est que une fois que ça c'est fait, il reste la difficulté du passage à l'action et de transformer. C'est-à-dire qu'il y a la difficulté de restituer ces études de façon pédagogue, ou en tout cas que les gens se les approprient. Ensuite, il y a le bon timing, parce que c'est vrai que quand on fait de la prospective, on n'apporte pas nécessairement que des bonnes nouvelles. Sinon ça se saurait, on est dans un monde justement complexe. Donc il y a aussi ce timing de... comment on fait que les gens s'approprient ça et acceptent ça, enfin, ce qui est les résultats de l'étude, et ensuite comment, une fois cette étape faite, qu'ils arrivent à le transformer. Donc la matérialisation, pour nous, c'est plus en fait le collectif et ces ateliers collaboratifs pour passer à l'acte. C'est plutôt ça que nous, on privilégie en fait sur cette partie. Et on voit à travers vos deux approches l'appropriation du futur et de ces éléments instables, on va dire. Dans ce monde qui bouge et qui va à toute vitesse, enfin, je parlais d'intelligence artificielle parmi d'autres innovations qui rebasculent toutes les cartes, c'est quand même... comment est-ce que, en fait, dans ce cadre-là, on peut composer avec le doute? Parce que c'est ça, en fait,
le point de départ de ce travail de prospective, etc. Comment l'un et l'autre vous arrivez à composer et imaginer des futurs souhaitables à partir de ce moment? Moi, pour ma part, je trouve que le doute, c'est une super capacité pour éviter de foncer dans le mur. Et si on réfléchit dans une logique productiviste, en fait, le doute et la peur, ça paraît péjoratif. Mais justement, le but, c'est de douter, d'avoir peur, mais ça permet de se poser, en fait, et de réfléchir plutôt que d'agir, en fait, je ne vais pas dire inconsciemment, mais d'agir vraiment presque sans hésitation. Le doute, ça permet de mieux réfléchir aux différentes options qu'on pourrait avoir. Ça veut justement vous évoquer la prospective, c'est la discipline du doute permanent, c'est naviguer en incertitude. Est-ce que vous pourriez développer et est-ce que vous avez des approches, des outils aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour naviguer dans cette incertitude? Oui, alors en fait chez Spark Lab, on est, dans notre ADN, il y a vraiment cette notion qu'on appelle d'effectuation. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est plutôt un état d'esprit. Ça a été développé par une chercheuse indienne, Sarah Sarasvati, mais ça a beaucoup été diffusé et popularisé par Philippe Zilberzan, qui est enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une méthodologie qu'utilise... en fait, le principe, c'est que cette chercheuse-là a étudié le comportement des entrepreneurs dans le monde, un certain nombre, et elle voulait justement voir si les croyances qu'on avait au sujet des entrepreneurs, que ce soit des super-héros, qu'ils avaient des super capacités, qu'ils étaient super courageux, etc., voir si ça c'était vrai ou pas. Est-ce qu'il fallait vraiment avoir ces compétences ou ces qualités-là pour être entrepreneur? Et en fait, elle s'est aperçue qu'ils avaient plutôt un mode de fonctionnement effectuel, enfin qu'elle a qualifié d'effectuel. Et donc, elle a identifié 5 comportements types que mettaient en œuvre ces entrepreneurs-là. Et donc, je ne vais pas développer l'effectuation ce matin parce que ce n'est pas le lieu, mais en tout cas, c'est quelque chose chez Spark Lab qu'on utilise beaucoup pour naviguer dans l'incertitude, plutôt sur un temps court. Et c'est ce qu'on utilise dans nos démarches d'innovation. Donc tout ce qui est accompagnement sur des projets à forte incertitude, on va se mettre dans cet état d'esprit effectuel, plus des méthodologies sur du court terme que sont le design thinking, etc., pour travailler sur nos projets d'innovation. Et en fait, c'est ce qu'on a aimé avec la prospective quand on a découvert la prospective, c'est que finalement c'était un autre outil pour naviguer en incertitude, mais sur un temps un peu plus long. Et que c'était vraiment complémentaire parce que ça redonnait du sens et de la perspective à l'innovation. Les entreprises qui sont venues nous voir au début sur des enjeux de prospective, c'est qu'en fait, elles avaient du mal à se projeter à long terme, et elles avaient l'impression d'avoir un peu creusé tous les champs possibles, toutes les poches de valeur sur leur territoire innovation. Et la mission leur a permis de reprendre un peu de hauteur et puis d'aller voir, de se reprojeter à plus long terme et surtout de réenvisager collectivement des territoires où il y avait débat de est-ce qu'il faut qu'on y aille, est-ce qu'il faut... donc il y avait quelques conflits et finalement ça mettait l'entreprise dans un statut un peu inactif ou passif parce qu'ils n'arrivaient pas à débloquer en fait ces conflits et passer outre ces conflits. Et donc pour nous, les outils, c'est vraiment, on va s'appuyer sur la prospective pour réouvrir le champ des possibles et réouvrir les territoires d'innovation à explorer, et ensuite l'effectuation et nos méthodes d'innovation à plus court terme pour justement travailler ces explorations et travailler ces poches de valeur sur des temps plus courts. Et je ne sais pas si ça répond à... Si, ouais. Oui. Et effectivement, l'exploration de ces territoires d'innovation, c'est, vous disiez aussi, très lié à définir en fait la raison d'être de l'entreprise, de s'orienter dans une direction plutôt qu'une autre par rapport à ce futur incertain. C'est très lié déjà, vous évoquiez aussi les valeurs de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Bah, c'est vrai que quand on est dans une approche inside out, c'est-à-dire que vraiment on regarde ce qu'il y a autour, enfin on regarde qui on est, on regarde les évolutions autour de nous, le champ des possibles il est quand même énorme. Finalement, ce qui va être souhaitable pour l'entreprise, ça va se définir à l'aune de ses valeurs, de sa mission, et donc de la place qu'elle veut prendre dans la société. Et donc ça va guider et ça va permettre d'évacuer des
futurs probables mais pas souhaitables pour l'entreprise, et puis des futurs probables et souhaitables pour l'entreprise. Et ça contribue encore plus à la mise en mouvement effectivement du collectif qui va s'aligner derrière à la fois cette vision mais aussi ses valeurs. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une des entreprises qu'on accompagne qui a une mission qui est extrêmement forte, et finalement dans tous les champs possibles qu'on ouvre et le stretch qu'on fait par rapport à son activité, c'est la mission qui vient guider et de dire ça oui c'est possible, ça rentre dans la mission, c'est compatible avec la mission, ça non, c'est pas compatible avec la mission, ça ce serait intéressant, mais est-ce qu'on s'autorise à remettre en question un peu la mission et à la modifier un peu? Et donc c'est plutôt ce genre de débat qu'on va avoir quand on réouvre justement tous ces territoires. Et vous évoquiez en préambule l'identification justement des signaux faibles. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns auxquels les entreprises sont confrontées dans le cadre de leur activité? Dans les signaux faibles, en fait, il y a effectivement tout ce qui est générique et sociétal, et puis après, il y a ce qui est propre dans son domaine d'activité. Là, par exemple, sur cette entreprise en l'occurrence qui est dans le monde de la pédagogie et des fournitures scolaires, finalement, les signaux faibles, qui sont des tendances aussi, c'est l'IA, comment ça va impacter. Donc là, on est sur des grandes tendances de fond. On a aussi la collaboration digitale, etc. Mais tout ce qui est sous-jacent aussi, qui est hyper intéressant, c'est que l'arrivée de l'IA nous force à évoluer entre ce qu'on appelle les hard skills, qui sont toutes les sciences, les maths, etc., et les soft skills, qui vont être des compétences de comportement, que sont la collaboration, l'esprit critique, la créativité, etc. Et finalement, demain, on va avoir besoin beaucoup plus de ces soft skills, et donc comment une entreprise qui fait de la fourniture scolaire et du matériel pédagogique prend en fait ses courants et comment elle fait évoluer finalement son offre et comment elle fait évoluer son savoir, enfin son expertise. Est-ce qu'elle reste dans les hard skills parce que c'est nécessaire, ou est-ce qu'elle s'en détache un peu, et comment elle accompagne justement sur l'évolution des soft skills. Mais aujourd'hui, ces soft skills, on est presque dans des tendances presque signaux faibles, mais c'est toute l'émergence de ces écoles immersives. Alors en France, il y en a quelques-unes, mais en Allemagne, il y en a beaucoup plus. Il y a toutes ces écoles qui se passent dans la nature, dans les bois, toutes ces expériences diverses en fait d'enseignement. Et donc, c'est comment on essaye de préempter ça et de le ramener dans son activité et de s'aligner sur qu'est-ce qu'on veut en faire. Et c'est là que la mission est intéressante. C'est finalement, on n'ira pas vers le digital, mais par contre, il faut qu'on soit à côté du digital, parce qu'on ne peut pas non plus ignorer l'évolution du digital dans l'école et dans l'enseignement. Et donc, voilà. Donc on est plutôt sur des tendances. Après, les signaux faibles, c'est plus subtil et je n'aurais pas... Je suis plus sur des tendances. Donc voilà. Et Cyprien, dans le cadre de votre projet, c'était important pour vous de... on l'a vu, on est sur des temporalités quand même différentes. La prospective, on est plutôt sur une échelle de temps de 10 ans avec un processus d'action assez rapide, enfin, voilà, 2-3 ans. Là où dans le travail que vous avez fait autour de l'utopie, on se situe en 2400, donc vraiment une perspective beaucoup plus lointaine, mais qui se base quand même sur des faits actuels. C'était important pour vous notamment de partir sur les conclusions du GIEC, en construisant, vous disiez, des futurs pas forcément crédibles scientifiquement, mais qui s'appuient quand même sur une base quand même scientifique. À quel point c'était important de partir de cette base-là dans le cadre de votre projet ? C'est quelque chose qui permet beaucoup de se projeter, soi et les autres, en fait, dans un récit, s'il est accroché à quelque chose ou pas. Et même si justement j'ai complètement exagéré les prévisions du GIEC, j'ai essayé en fait de donner d'autres arguments qui rendaient potentiellement crédible si on n'allait pas regarder dans les petits points le projet. En fait, donc le GIEC il prévoit différents scénarios de montée des eaux, sauf que la montée des eaux liée à la fonte des glaciers, à un moment ça s'arrête et en fait il n'y a pas suffisamment d'eau pour que ça recouvre 92% de la Terre.
Mais je me suis dit, j'ai essayé de chercher comment exagérer ça de manière entre guillemets crédible. Et en fait, il y a plusieurs milliards d'années, la Terre était recouverte à 92% d'eau et il y a une énorme partie de cette eau-là qui s'est infiltrée dans le manteau terrestre. Et on estime la quantité d'eau dans le manteau terrestre au niveau de 3 à 4 océans en fait, en équivalence. Et donc dans ce scénario-là, je disais que le manteau terrestre, avec le réchauffement climatique, change de température et de pression. Et donc les roches qui sont la ringwoodite et la watzléite, qui retiennent en fait cette eau, pouvaient plus avoir ce rôle d'éponge, et donc cette eau remontait. C'est quelque chose en fait qui a pris des milliards d'années à descendre. Ça prendrait pas 400 ans à remonter, mais ça donne une sorte de réponse en fait qui permet aux gens de se projeter. Et c'est aussi le cas justement avec tous les objets qui sont produits. Même si c'est pas des solutions viables, même si c'est pas des objets qui fonctionnent forcément, si on y croit, si on nous montre ces objets-là, même en dehors du contexte, ils racontent quelque chose et on arrive à se projeter dedans. Une autre question pour vous, Sandrine. Comment l'incertitude face à ce futur nous impose de repenser nos modes de vie, nos modes de production? Pour élargir le débat, comment est-ce que le doute en fait nous impose de repenser nos manières d'innover en l'occurrence? En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Cyprien par rapport à l'importance du design fiction, ou en tout cas la scénarisation. À partir du moment où on projette les gens dans un monde qui est pas celui d'aujourd'hui, quelle que soit l'échelle en fait qu'on donne, finalement les gens, on arrive à leur faire lever les freins de c'est pas possible, ou finalement dans un processus de créativité. Chez Sparklab, on fait pas mal de sessions de créativité pour aller générer des concepts, etc. Quand on fait ces processus-là dans le quotidien, on sort beaucoup de choses, c'est hyper intéressant. Mais quand on embarque les gens dans un futur qui finalement est probable mais improbable, et donc il y a un mélange de improbable, suffisamment improbable pour que finalement je m'autorise beaucoup plus largement à être créatif, mais suffisamment probable pour que en fait, le fruit de cette créativité soit quand même intéressante pour aujourd'hui. En fait, c'est cet équilibre-là qu'il est intéressant d'aller chercher. Alors dans des récits qui sont un peu moins long terme, mais néanmoins, en fait, on arrive... je ne sais pas si vous avez fait, il y en a parmi vous, la fresque des récits, qui est assez intéressante parce que justement, elle permet de générer en fait des solutions qu'on peut s'approprier aujourd'hui juste parce qu'on a été embarqué à 15-20 ans dans des scénarios qui sont souvent un peu dystopiques quand même, mais on essaye de créer des récits ou en tout cas de trouver des solutions sociétales, mais finalement ces solutions elles sont valables pour aujourd'hui. Mais on a été plus créatif dans ce processus parce qu'on s'est déconnecté de cette réalité qui nous freine un peu. Et donc par rapport à votre question sur la nécessité... aujourd'hui, les entreprises, elles ont une nécessité d'être agiles, une nécessité de s'adapter parce que le monde change beaucoup. Il y a deux choses. Il y a culturellement dans l'entreprise, il faut effectivement développer beaucoup plus d'agilité et de capacité à réagir. Et donc, on est sur des processus itératifs. C'est-à-dire que quand on a fait une étude prospective qui se projette à 10 ans, on n'a pas fini le boulot pour 10 ans. En fait, cette étude, il faut la renouveler presque tous les ans pour voir ce qui a évolué ou pas. Et c'est cette démarche d'être dans le doute permanent et d'être dans cette agilité, cette capacité en fait à se remettre en question et à adapter la trajectoire de l'entreprise qui est bénéfique et qui fait que l'entreprise va être beaucoup plus robuste ou résiliente en fait sur son marché. Et donc voilà. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, d'évolution notamment des modes de production, style Michelin par exemple? Alors dans une des études prospectives, on a eu la chance de pouvoir interviewer des prospectivistes de chez Michelin
Et c'est vrai que moi, un des exemples qui m'a frappé, parce qu'en fait, il est déjà actuel, ça fait partie des signaux faibles, d'ailleurs, il est déjà actuel, mais je pense qu'on n'en a pas tellement conscience, c'est cette notion d'effacement en termes d'électricité et d'énergie. Et donc aujourd'hui, c'est déjà le cas sur certains réseaux, quand il y a une surcharge, une surdemande, en fait, on demande à des industriels de s'effacer, c'est-à-dire d'arrêter leur production. Donc à l'échelle de la France, sur le territoire, c'est assez discret, mais il y a déjà des entreprises à qui on demande de s'effacer pour travailler justement avec des distributeurs et producteurs d'énergie. Ça fait partie de leur façon de gérer le réseau. Et de l'autre côté, des entreprises comme Michelin, sur des territoires au niveau mondial qui sont beaucoup plus impactés déjà par cette instabilité des ressources en énergie, finalement revoient leur façon de penser. Alors on est dans les signaux faibles parce que c'est pas encore quelque chose qui est développé au niveau industriel, mais pendant des années ils ont travaillé la productivité et donc un rendement industriel ultra performant, ultra poussé, qui fait que sur des productions pendant 24 heures, 7 jours sur 7, ils arrivent à un taux de production énorme. Et aujourd'hui, et donc avec des capacités industrielles qui sont super ajustées. Et en fait, demain, leur réflexion, c'est se dire s'il y a de plus en plus d'effacement, on aura du mal à gérer et à planifier notre production. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de produire quand on pourra produire. Et donc, finalement, le modèle industriel, leur recours, c'est de le modifier pour qu'ils aient des énormes capacités industrielles capables d'absorber en fait une production énorme sur des temps courts. Et donc on voit bien qu'en fait la philosophie est complètement différente et ça se traduit dans les usines de façon complètement différente. Donc là on est sur des signaux entre guillemets faibles parce que c'est pas quelque chose qui a été déployé complètement. Néanmoins on voit bien que l'effacement énergétique c'est quelque chose qui déjà a cours. Et donc c'est cette agilité d'une entreprise capable à se projeter, capable d'anticiper et de travailler sa robustesse pour demain que la prospective permet. Cyprien, si vous voulez compléter sur ce dernier point. Pour continuer dans cette idée de créer des solutions plus robustes que performantes, c'est en effet tous nos systèmes de production liés à nos systèmes de consommation qui sont à repenser, à adapter en fonction de ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrivera demain. Et le design prospectif et le design fiction, ils peuvent donner un souffle et une intention forte de changement. C'est quelque chose qui existait déjà en fait dans les années 60 avec par exemple Yona Friedman ou le studio Archizoom qui proposait en fait des idées de ville imaginaire mais très très radicales et donc ils traitaient l'urbanisme, l'écologie, l'évolution ou la contre-évolution technologique et ils donnaient déjà en fait pas des réponses mais des idées de comment repenser nos systèmes de consommation différents des rêves entre guillemets capitalistes qui étaient très mis en avant à l'époque très fortement. Ouais. Merci à tous les deux pour ce premier échange passionnant. Je propose de laisser la parole à la salle si vous avez des questions, des réactions suite à ce propos de nos intervenants. Une question pour Madame Castan. Est-ce que dans votre entreprise et dans votre façon de faire, vous prenez en compte le mode organisationnel de l'entreprise qui touche plus à l'humain et à comment justement les employés vont pouvoir dans leur organisation se réadapter, que ce soit au niveau hiérarchique, que ce soit plus pyramidal mais plus horizontal par exemple, ou pas du tout? Vous n'êtes pas concentré sur ça Alors nous, on n'intervient pas sur l'innovation, on va dire, dans les organisations d'un point de vue managérial. Par contre, on en tient compte dans nos missions. C'est-à-dire que quand on embarque le collectif, à chaque fois, la mission est différente parce qu'on prend en compte la culture de l'entreprise existante.
Après, c'est vrai que souvent, ce qui ressort, c'est que l'innovation devant être beaucoup plus agile et la nécessité aussi de créer des espaces en fait sécurisés pour que les gens puissent innover, nécessite de repenser un peu l'organisation de l'entreprise ou de créer justement cette zone exploratoire qui n'existe pas toujours dans l'entreprise. On a toujours des process de R&D qui existent et qui sont souvent très structurés, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait que les entreprises sont robustes et que les produits sont de qualité sur le marché. Néanmoins, c'est pas adapté pour faire de l'innovation, explorer, itérer, etc. Donc, on n'est pas tant sur l'organisation managériale telle que tu l'as décrit, mais on est plutôt sur des recommandations ensuite de comment une exploration pourrait se faire dans les meilleures conditions. Et nécessairement, ça touche quand même à la culture de l'entreprise, ça touche des enjeux RH, comment on autorise des gens à explorer, est-ce qu'ils le font en plus de leur travail, de leur mission actuelle, est-ce qu'on les sort de leur mission pour qu'ils puissent explorer, comment on valorise aussi cette exploration, parce qu'il y a du risque, en tout cas il faut encourager cette prise de risque, encourager cet effort d'exploration qui est quand même un effort par rapport à être dans son quotidien et dans une zone de confort. Et donc c'est en ça qu'on va toucher la partie humaine, managériale ou culture managériale de l'entreprise. Dans la continuité de votre question, est-ce que vous ne pensez pas qu'avant vos interventions en prospective, il est important finalement de faire évoluer l'environnement de travail dans ses aspects organisation du travail, gestion des ressources humaines, management, santé au travail, pour avoir un environnement, je dirais, où on a corrigé des dysfonctionnements qui génèrent parfois des conflits, des difficultés au quotidien, et dans un second temps, avoir donc des interventions en prospective qui finalement seront plus efficaces parce qu'il y aura eu une évolution préalable de l'environnement de travail. Ça suppose une méthodologie très pluridisciplinaire où finalement on aide une entreprise à faire des analyses, des synthèses sur des points principaux de dysfonctionnement. Et je crois que oui, ça favorise forcément l'innovation si l'environnement de travail est sain. Je le dirais comme ça. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous, on prend le problème dans l'autre sens. On prend le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est sollicité, c'est qu'effectivement l'entreprise n'arrive plus à avancer. En tout cas, elle exprime le besoin de se faire accompagner pour ça. Et pour nous, alors ça nous est propre à Spark Lab, mais on est vraiment plutôt dans une approche par l'action. Et donc, ces projets-là, finalement, sont une sorte de catalyseur pour remettre l'entreprise en action. Et ce que j'exprimais, c'est vraiment de les réaligner derrière une vision, les rassembler derrière une vision. Et c'est ce travail-là qui, finalement, fait qu'il y a plein de questions qui généraient des conflits avant, où nous, on va finalement poser des espaces de discussion organisés, et on va animer et organiser les débats et les échanges pour qu'il en sorte quelque chose de fertile, et pas qu'on reste dans des réunions où finalement ça tourne en rond, les sujets sont toujours abordés, mais c'est un peu les serpents de mer qui reviennent et qui ne sont jamais traités. Et le fait de conduire ces missions-là, en fait, ça redonne un peu du souffle parce qu'on se réapproprie une vision commune, on se réapproprie finalement des projets ou une perspective positive, et ça remet un peu tout le monde en mouvement, et ça atténue ou calme certains conflits, puisqu'en fait, on a traité des questions au cours de ces ateliers. Donc après, nous, on est une agence en innovation, donc on a une approche, on est assez humble aussi, c'est-à-dire que ce qu'on sait faire, c'est de l'innovation, et on utilise des outils de la prospective. On n'a pas comme ambition de remettre sur pied une entreprise au sens où des cabinets peut-être spécialisés justement en organisation pourraient le faire. Mais par ce principe de mise en action,
on voit aussi qu'on remet les gens en mouvement, qu'on clarifie aussi pas mal de sujets, pas mal de débats, on réouvre des portes. Et on repose aussi un dialogue entre des équipes finalement opérationnelles et un comité de direction, voire les dirigeants. Parce qu'il y a ce lien aussi qui est fait dans le collectif, on englobe ceux qui sont plus dans l'action du quotidien, donc les opérationnels, et puis tout ce qui est fait avec eux est soumis à validation d'un comité de direction, mais c'est un nouveau lieu d'échange, c'est un nouveau lieu de débat, et puis ça reclarifie les choses. C'est-à-dire que des questions qui n'étaient pas traitées ou mises de côté, en fait, on force un peu aussi au fait qu'il va falloir répondre à ces questions-là qui sont posées par le collectif. J'ai pensé que quand on faisait de l'ingénierie conseil, finalement, j'avais bien vu cela avec une personne. On crée des espaces qu'on ne voit pas, mais des espaces d'échange et des espaces d'innovation. C'est-à-dire, c'est du design invisible. Et quand je dis d'échange, c'est échange humain, c'est des nouvelles envies, ça peut être aussi une approche plus technique sur un sujet donné. Mais c'est pour ça que la définition qu'on a, nous, Spark Lab, de l'innovation, c'est vraiment que c'est un processus social, parce que justement, c'est vraiment de remettre le collaboratif au centre et de refaire travailler les gens et de reposer des espaces sécurisés de dialogue en fait et d'échange, parce qu'on va les organiser et on va faire beaucoup de facilitation. Et puis de recueillir beaucoup aussi sur le terrain finalement toutes les idées qui sont parfois laissées un peu de côté par les dirigeants. Et en fait... Il y a une question, madame. Merci déjà pour cette intervention, c'était très intéressant. Merci pour l'organisation de cette séance. Moi j'avais une question sur quelle différence vous faites en fait entre la prospective et le futur design. Est-ce que pour vous il y a une différence ou pas? Parce qu'en innovation on utilise beaucoup de design finalement. Vous parlez de prospective, la limite est ténue, donc je voulais que vous me disiez un peu comment vous voyez les choses. Pour moi, la prospective, c'est une discipline globale et après, il y a des outils au sein de cette discipline. Et pour moi, le design fiction ou le design prospectif, ça fait partie des outils. Et donc, ce que Cyprien a utilisé, c'est une façon de matérialiser et c'est une façon de projeter. Et des outils, il y en a beaucoup. C'est vrai que les scénarios, quelle que soit leur temporalité, permettent en fait de matérialiser tout un tas de choses qu'on a identifiées et de les mettre en récit pour que ça facilite l'appropriation. Donc ça fait partie des outils que vous utilisez? Alors nous, on n'est pas spécialiste de ça, et je pense que c'est plutôt parce qu'en fait, le travail de Cyprien, il est vraiment, il est poussé. Enfin, il y a une créativité, et il y a vraiment un travail de fond qui est énorme pour arriver à projeter un monde, repenser la société, etc. Nous, on est plutôt dans des objectifs de mise en action d'une entreprise, donc en fait, on va plus passer à l'action directement sur l'innovation, et voilà. Et donc, la prospective, elle peut être utilisée sur plein de temporalités, elle peut être effectivement de faire travailler les gens sur du long terme, des réflexions sociétales, et c'est plutôt le travail de Cyprien. Le travail aussi des collectivités s'inscrit dans le plus long terme, et donc c'est vrai qu'on va utiliser des projections et du design fiction et des scénarios 2050 pour essayer de matérialiser en fait toutes ces tendances, comment elles pourraient prendre corps dans la société demain. Et puis nous, à notre échelle beaucoup plus court terme, on va travailler sur d'autres outils. Bonjour. J'avais une question sur en fait quelle limite entre guillemets vous posez quand vous allez faire de la prospective pour une entreprise sur ce qui est viable à l'horizon 2030, 2040, 2050 concernant les enjeux écologiques, sociaux qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est forcément dans une sorte de dichotomie entre la réalité et la réalité économique. Et donc, comment ça s'articule? Et est-ce qu'il peut arriver que finalement une entreprise ou le modèle d'une entreprise et sa mission originale ne soit juste plus du tout viable?
Alors déjà la prospective c'est pas la lecture du futur, hein, c'est vraiment donc non mais c'est hyper important et nous on vraiment quand on est appelé sur des missions on le dit et le redit parce que souvent les entreprises elles attendent des réponses, nous on les a pas plus que les autres et donc c'est plutôt que l'entreprise s'interroge si la tendance devait aller vers ça, qu'est-ce que ça dirait pour mon entreprise? Si la tendance, au contraire, allait de l'autre côté, qu'est-ce que ça dirait pour mon entreprise? Et donc, c'est justement de travailler sur toutes ces hypothèses. Et après, l'entreprise se met d'accord sur ce qu'elle pense être le plus crédible ou le plus probable, et ce sur quoi elle va travailler. Néanmoins, en fait, c'est plutôt ce travail d'alerte, ou en tout cas de se préparer à, qui est bénéfique, mais on n'a pas la réponse à. Et après, je pense qu'il y a des entreprises, effectivement, nous aujourd'hui on n'a pas non plus un portefeuille de clients énorme sur ces enjeux de prospective, mais je vois il y a effectivement quelques entreprises qui repensent et qui revoient leur mission. Et puis ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'il y a des entreprises qui posent leur mission. C'est-à-dire que finalement, je pense que cet effet, la naissance des entreprises à mission, des mouvements Bicorp, etc., le mouvement de la CEC, tous ces mouvements-là font que pas mal d'entreprises se posent la question de finalement c'est quoi ma mission ? Et donc à ce moment-là, elles essayent de regarder dans leur ADN ce qui leur est fort. Une mission, c'est censé être intemporel. Donc c'est qu'est-ce qui va nous guider dans nos choix de façon durable. Donc on est plus sur les valeurs finalement auxquelles on veut s'accrocher et sur lesquels on veut bâtir en fait le modèle économique. J'ai une question, parce que mon parcours, j'ai été étudiant en Beaux-Arts, et moi je suis pris dans votre monde aussi. Est-ce que l'art a quand même sa place dans le conseil et dans l'accompagnement de ces scénarios prospectifs et ces démarches-là? Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à imaginer, des ponts qui existent, vous l'avez déjà matérialisé, d'aller faire appel à des artistes pour matérialiser des scénarios qui mettent en mouvement, qui ouvrent des nouvelles classes? Je ne sais pas si l'un ou l'autre a des réponses à... Moi j'ai envie de dire que l'art, bien sûr, a sa place là-dedans, parce que c'est une pratique aussi qui a... pour un de ses buts de parler aux gens en fait, de raconter quelque chose. Donc déjà juste dans ce cadre-là, ça s'inscrit totalement au niveau justement des entreprises, je sais pas trop. Alors deux choses. La première c'est que alors je saurais pas citer mes sources parce que c'était il y a longtemps, mais ce qui m'avait frappé, c'est que finalement, les artistes par période, finalement, c'est ceux qui sentent le plus, de par leur sensibilité, sont le plus à l'écoute des signaux faibles. Et donc, quand tu dis que les artistes parlent à la société, je pense que c'est aussi des transmetteurs, ou en tout cas des traducteurs de signaux faibles qui captent et qui retranscrivent dans leur œuvre. Donc, je trouve que en ça, c'est intéressant. Après, il y a des méthodos qui utilisent effectivement l'art pour retranscrire en fait des scénarios, retranscrire des hypothèses et des tendances. Nous, on ne l'utilise pas. Encore une fois, parce qu'on n'est pas une agence spécialisée dans la prospective et qu'on se limite à quelques outils pour faire le lien et le passage à l'action avec l'innovation. Mais je sais qu'effectivement, il y a des méthodes qui s'appuient justement sur l'art, vraiment la créativité artistique pour exprimer ces tendances-là. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle... Si ça revient, après, ça serait intéressant parce que avec des travaux comme ça, ça ouvre vraiment des questions qu'on ne serait pas posées en étudiant juste des scénarios prospectifs. Parce qu'en parlant de l'objet, on parle de l'usage de tous les jours, on parle de comportement, on parle de peur, etc. On n'aurait peut-être pas aussi bien matérialisé. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans les travaux de Cyprien, c'est que en fait, ça oblige à se poser des questions qu'on ne se pose pas et sur la société. Et en ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, tu as amené ta réponse et ta façon de voir, mais quand tu m'avais présenté la première fois, quand on avait fait cet échange, ça m'avait fasciné parce que je m'étais dit, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais je ne m'étais jamais posé la question. Et du coup, c'est vraiment ce bénéfice du doute ou de la mise en doute ou du questionnement que je trouve hyper intéressant
à travers tous les travaux que tu as pu faire et de recherche que tu as pu faire sur ce design. Là-dessus, je trouve qu'il y a une différence aussi entre justement la dystopie et ce que peut apporter l'utopie vis-à-vis de ça, parce que la dystopie, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les récits de science-fiction. C'est quelque chose qui est très vendeur, qui est très sexy, mais l'utopie, elle va aborder d'autres points qui sont très différents et qu'on a moins l'habitude de voir en fait. Donc elle va aussi ouvrir de nouvelles perspectives vis-à-vis de ça. Et il y avait d'autres questions. C'était ah non, là-bas, monsieur aussi. Oui, en fait, c'était plutôt une remarque sur l'effacement tout à l'heure, mais pour diriger le sujet sur l'effectuation. Je vais vous donner un exemple, plus parlant par les exemples. J'ai un ami qui est designer patient dans un hôpital. Et en fait, on part du principe que mieux connaître sa maladie, c'est aussi pouvoir avoir cette bonne posture de designer patient. C'est rentrer déjà dans ce principe d'effectuation. Ma remarque, c'est pour avoir travaillé 25 ans, je disais, dans l'industrie. Moi, j'ai côtoyé des gens, que ce soit en production, dans tous les milieux, qui ont des idées. Alors, je vous donne une image. Vous avez un brouillard en face de vous. La première chose que vous voyez avec netteté, c'est votre premier périmètre. Puis un peu plus loin, et un peu plus loin, vous voyez moins, c'est plus flou. C'est pareil avec la prospective. Je pense qu'on a pendant longtemps, ces grandes PME, entreprises, faisaient appel à des cabinets à une époque pour proposer la prospective. Des gens qui étaient qualifiés pour le faire. Puis, il y a eu une évolution, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même inclure des gens qui étaient les premiers intéressés sur le futur d'une entreprise. Et ça a mis tellement de temps à germer. Aujourd'hui, je dirais que, pourquoi j'ai parlé d'effacement, je dirais qu'il faudrait que toutes ces sociétés qui représentent, qui proposent du service à l'innovation et à la perspective, se mettent en position d'effacement de plus en plus, parce que moi je n'ai fait que côtoyer des gens qui en réalité ont cette première capacité de voir les choses vraiment très près d'eux, et petit à petit, par un phénomène d'itération éducative, ils vont pouvoir aller voir plus loin, et voir dans le contexte de leur entreprise. Donc voilà, c'était juste pour rebondir sur, on trouve de l'effacement quand il s'agit de faire l'économie d'énergie. Je pense aussi que redonner le plein pouvoir à des gens qui, ça rejoint l'idée des entreprises détenues par les salariés, quelque part, mais redonner le plein pouvoir à ces gens-là, c'est vraiment important. Pour moi, ce que vous exprimez, c'est aussi le principe de l'entreprise apprenante, c'est-à-dire comment l'entreprise elle-même est en capacité, effectivement, d'apprendre, réagir, etc. C'est vrai que le parti pris qu'on a chez Spark Lab, en fait, on est multisectoriel, donc en fait, on n'est en aucun cas expert d'un secteur. Et donc, quand on intervient dans une entreprise, on n'a pas les réponses. Par contre, on les fait émerger. Nous, on vient avec nos outils et nos méthodos qui sont propres à l'innovation. On est très aussi axé sur tout ce qui est facilitation et le collaboratif, parce que en fait, en guidant avec nos méthodos, on fait émerger ce qui existe dans l'entreprise et ce qui préexiste dans l'entreprise. C'est pas nous qui allons trouver les solutions en fait d'innovation dans un secteur très spécifique. Je voulais même aller plus loin en disant que l'étape dont vous parlez est une étape intermédiaire. Si un jour vous aidez les gens à créer leur propre méthodologie et outils spécifiques, à l'adapter, vous allez encore aller plus vers cet effacement positif. C'est-à-dire l'idée qu'une entreprise n'aura peut-être un jour plus besoin, parce qu'on sera vraiment dans l'idée d'un cœur écosystémique. C'est-à-dire que chaque personne aura conscience du milieu dans lequel elle évolue. Ça, c'est bon, dans une société hypothétique, hein, mais ça veut dire que besoin de partager les savoirs, besoin de partager les enjeux. C'est ce que nous fait aujourd'hui avec les politiques à l'assaut. On a dit avoir joué le jeu pendant 20 ans avec ce qu'on appelait le greenwashing, mais aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine d'explorer cette idée de l'effacement pour vraiment que ces gens-là qui, et la plupart du temps, pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'êtes pas écouté sur le quotidien, vous ne serez pas encore moins écouté sur, imaginez quelqu'un qui est en production, qui voit des choses, des gaspillages se faire, c'est la première. On est dans l'effectuation, mais si sa parole ne peut pas remonter, alors qu'est-ce qu'il va penser d'un projet complètement partage? Alors là, ça prend tout. Donc, bon, c'est tout à fait. Avec ce que je vous décris, c'est peut-être une vision à passer de. Mais il y a encore des entreprises qui sont plus comme ça.
Oui, et il y a des entreprises qui aujourd'hui posent des cultures qui sont adaptées à ça. Et nous, il y a pas mal de clients chez qui, je regarde Fiona qui est chez Spark Lab aussi, mais il y a pas mal de clients chez qui, nous, l'objectif de la mission, c'est de s'effacer après. C'est de diffuser justement, d'implémenter en fait une organisation ou des espaces qui ensuite vont être autoportants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transmis nos méthodos, nos connaissances qu'on a formées, acculturées. Après, l'objectif, c'est de se retirer et c'est pas de rester dans l'entreprise. Et effectivement, la RSE, le prérequis, c'est qu'une RSE bien implémentée dans l'entreprise, en théorie, il n'y aurait plus besoin d'un responsable RSE. Dans les faits, il en faut quand même toujours un pour coordonner un peu l'ensemble. Mais Juste avant de laisser la parole, est-ce que les personnes qui sont en ligne, donc depuis Clermont-Ferrand et la Savoie, ont des questions? Si c'est oui, n'hésitez pas à les poser à voix haute ou à les mettre dans le chat. Non, ça a l'air bon. Sinon, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et alors, j'avais une première question, puis après la réflexion que je me suis, on a emmené une deuxième. Puis je vais commencer par la première. En fait, j'avais eu un retour d'expérience un jour d'une entreprise où il y avait eu des profils de recrutement. En fait, finalement, le RH sélectionnait les mêmes profils de personnes, qui n'étaient pas des créatifs, en fait. Et il y a eu une croissance de l'entreprise et au bout d'un moment, un blocage, parce que justement, dans l'équipe, personne n'avait cette capacité-là de création, de projection. Et là, quand j'entendais ce que vous disiez, je me posais la question parce que, par exemple, dans le cas de Cyprien, c'est quelqu'un de créatif qui arrive à se projeter et qui arrive à itérer, à innover. Est-ce que tout le monde a cette capacité-là ou pas? Quand vous réunissez tout le monde et justement vous les poussez à l'innovation, est-ce que tout le monde y arrive ou pas? En fait, y arriver, on a tous des talents ou des zones de confort, et après, il y a aimer le faire. C'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, nous, on s'appuie sur le fait qu'il faut avoir envie de le faire. Parce que si on est deux pieds sur le frein, en fait, tous ces projets-là, ils n'avanceront pas. Donc le premier, pour nous, l'élément le plus important, c'est l'envie. Je pense qu'on soit très très cadré ou très créatif, si déjà on a envie et envie de sortir de sa zone de confort, l'appétence va faire qu'on va se libérer un peu et aller vers ça. Après, c'est nécessaire d'avoir des profils différents, ça c'est sûr. Et justement, les profils de designers dans les équipes d'innovation ou en entreprise, pour l'avoir vécu dans mon entreprise précédente, en fait, c'est des profils qui chahutent un peu parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses, et c'est ça qui est riche en fait dans les échanges, à partir du moment où on s'accepte dans ces différences-là. C'est-à-dire que cette diversité-là, elle est vue comme une richesse et pas comme un frein justement à aller plus vite et faire la même chose tout le temps. Donc pour moi, la diversité, elle est hyper importante, et les profils de designers sont hyper intéressants. Est-ce que tu peux poser une question? Oui, et juste si je peux aussi me permettre de compléter sur ce point-là, parce que nous, la Fabrique de l'innovation, justement, on accompagne des porteurs de projets, que ce soit des entreprises, des collectivités, des étudiants aussi, des étudiants entrepreneurs, sur ce processus créatif et d'innovation. Et c'est vrai que la créativité, en l'occurrence, et l'innovation, ça s'accompagne. C'est pas nécessairement quelque chose d'inné. Et je pourrais vous recommander une lecture qu'on a dans notre bibliothèque de l'innovation qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, la baignoire d'Archimède, quelque chose comme ça. C'est ça, la baignoire d'Archimède, où l'auteur en fait part du principe que la créativité, c'est pas un coup de génie inné. Archimède s'est pas réveillé un jour en disant Eureka et il a compris sa théorie. En fait, c'est quelque chose qui se travaille. Et un profil très créatif a certes peut-être des compétences et une vision et une appétence pour ça, mais un profil qui l'est un peu moins, s'il est accompagné dans ce processus-là, peut lui aussi en fait être créatif et voilà, c'était la petite parenthèse sur le volet créativité et innovation. Et oui, la deuxième question. C'est très rapide, mais justement, je rebondissais sur ce que disait le monsieur. Est-ce que les entreprises, quand elles passent par vous, s'engagent après à ce que le travail qui a été effectué justement soit appliqué, ou en tout cas, par exemple, si vous venez tous les ans, est-ce que vous voyez des évolutions? Comment ça se passe en réalité? Est-ce que finalement, ça ne peut pas nous... Parce que j'imagine que ça peut créer des frustrations aussi, on nous met dans un cadre
justement, où on va être poussé à trouver de nouvelles idées et que finalement, après, s'il n'y a rien qui se fait derrière, ça peut être frustrant. C'est sûr qu'il n'y a rien de pire que la boîte à idées qui est posée en entreprise et que personne ne relève, quoi. Et ça existe dans beaucoup d'entreprises. Après, nous, on a effectivement un rôle de conseil fort sur ces sujets-là pour que ces bonnes actions, en tout cas avant de poser la boîte à idées, qui est une des premières actions qui est faite en entreprise, c'est de dire attention, parce que vous ouvrez vraiment la boîte de Pandore, il y a plein d'idées qui vont remonter, mais si vous n'êtes pas en capacité de les traiter, en fait, c'est one shot, c'est-à-dire que vous allez mobiliser les gens, vous allez les décevoir une fois, et puis après, les gens vont redire c'est bon, chat échaudé, craint l'eau froide, donc ça tue un peu effectivement les initiatives ou les envies en entreprise. Donc là-dessus, on est hyper vigilant, et effectivement, quand on accompagne sur des hackathons ou ce type de mission, on essaye au maximum de cadrer et sécuriser le fait que la direction s'engage derrière à reprendre les projets qui ont émergé, à les remettre dans leur feuille de route, à allouer des moyens même s'ils sont modestes, ou en tout cas d'avoir que la journée soit qualitative pour les gens qui investissent une journée justement dans ce processus créatif, et qu'il y ait au moins une valorisation de ce temps-là qui soit faite. Donc oui, ça c'est vraiment des approches sur lesquelles on est en vigilance. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure? C'est Cyprien, par rapport aux objets que tu as créés et à ton projet de fin d'année, j'ai eu l'impression qu'il y avait une absence totale de technologie dans les outils que tu as créés, et je voulais savoir si c'était un choix personnel ou s'il y avait une raison. En fait, il y a une absence de technologie dans la mise en forme et dans les objets vraiment que je propose, mais pas dans le scénario. En fait, dans le scénario, il y a plusieurs communautés, dont une communauté qui repose vraiment sur les technologies et qui a, entre guillemets, forcé la cohabitation en créant des grandes villes en fait, basées là-dessus. Donc, c'est pas totalement absent, mais en effet, ça a été un choix aussi de pas pousser là-dessus, parce que dans le temps que j'avais aussi pour le diplôme, essayer de traiter le plus possible de champs en fait, de mode de vie. Si je commençais à aller toucher niveau technologique de manière assez précise, en fait, ça aurait pu aussi me perdre et défavoriser en fait le reste pour essayer de produire en fait beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Je me demandais si c'était vraiment une idée où l'évolution, on imagine qu'on va revenir un peu en arrière en se calmant sur une nouvelle technologie, comme on parle de l'IA souvent, un peu la dystopie de ce que ça va devenir. Si c'était un choix pour toi de dire on va sûrement évoluer en abandonnant ça, ou au contraire, est-ce qu'on va évoluer en entouré de ces technologies-là, comme on peut le voir dans les films par exemple, et que ça fera partie intégrante de notre vie, mais du coup tu as fait un peu l'entre-deux. C'est ça en fait, j'ai essayé de montrer soit justement de manière technologique, soit de manière plutôt low-tech, comment on pouvait évoluer là-dedans, et comment aussi les deux dialoguaient entre elles. Par exemple, j'avais essayé de créer en fait un mix entre les deux, un dialogue entre deux communautés. C'était la communauté plutôt low-tech qui utilisait des coquillages pour se lester. En fait, ils ont leurs palmes en bois qui laissent tremper avec de la nourriture dessus, et il y a des coquillages qui vont venir se greffer petit à petit. Ça alourdit, ça les leste, et une fois qu'ils sont suffisamment descendus, en fait, ils vont racler la palme. Donc les coquillages s'en vont et après ils retrouvent leur poids. Et c'était pour avoir déjà un scénario qui pouvait être problématique en fait pour la faune. Et j'ai repris ce principe-là en me disant, j'ai essayé de chercher comment les deux communautés pouvaient apprendre l'une de l'autre là-dessus. Et la communauté plutôt technologique, elle apportait une solution de greffe, d'objets greffe sur le corps, qui était imprimé en 3D avec un matériau qui a été développé par Pirjo Haikola, qui est designeuse,
et qui en fait favorise le développement de coraux dessus. Donc en fait ça va être le même principe, c'est ces objets-là qui sont imprimés en 3D avec ce matériau-là, ils vont les tremper, les coquillages vont se greffer dessus, et après en fait c'est à utilisation unique, c'est des objets que les gens vont laisser une fois qu'ils sont arrivés à la profondeur qu'ils veulent, et les coquillages eux ils se détacheront quand ils voudront, et ce matériau-là lui va favoriser le développement de coraux. Donc c'était un peu essayer de trouver ce lien, et c'est un exemple en fait de dialogue entre les deux communautés. Est-ce que tu envisages de créer un aquarium dans lequel présenter ton projet et de l'installer à la Doua ou à Confluence? Non, pas vraiment, c'est pas envisagé. Ce serait marrant, et j'aimerais bien aussi tester beaucoup d'objets en fait en situation. On va s'arrêter là, c'est l'heure, mais merci beaucoup à nos deux intervenants pour ce débat. On a à la fois vu que la prospective était un outil stratégique pour les entreprises, pour leur permettre de capter les signaux faibles, d'orienter leur stratégie, mais aussi de définir, en fait, de revenir à l'essence même de leur mission et de leur raison d'être. On l'a aussi brièvement évoqué, mais c'est aussi un outil, une approche dont s'empare aussi le pouvoir public, le secteur public. Pour citer un exemple parmi d'autres, et il y a eu dernièrement une nouvelle édition du concours Butterfly, qui est organisé par le secrétariat général pour l'investissement, qui se base en fait, qui fait travailler notamment la jeune génération sur des scénarios prospectifs à l'horizon 2030. C'est aussi une approche qui est utilisée et qui est enseignée dans l'enseignement supérieur, alors à la fois à travers des formations plus artistiques, mais aussi des formations design. Aussi, l'EM Lyon propose aussi une formation autour des futurs souhaitables. On est allé jusqu'au champ de l'utopie, donc qui peuvent être un véritable territoire en fait, d'exploration, à la fois artistique, mais aussi scientifique, pour interroger le monde et susciter le dialogue et matérialiser des futurs possibles. Donc merci beaucoup à vous pour votre double regard sur ces sujets-là, et merci à vous pour vos questions. On reste disponible, et les intervenants aussi, si vous voulez poursuivre les échanges avec eux. Je vous annonce juste le prochain regard croisé, donc pareil sous ce même format, entre un acteur, on va dire, socio-économique et un acteur académique, qui aura lieu le 20 mai ici même. Et là, on reviendra sur un sujet un peu plus métier, puisqu'on parlera de facilitation. Voilà. Est-ce que facilitation, métier facile. Donc on espère vous retrouver ici également pour avoir cet échange avec nos intervenants. Ceux qui souhaitent, on peut à l'issue de la table ronde vous faire découvrir le Fab Lab de la Fabrique de l'innovation si vous êtes un peu curieux. Et voilà, et merci à tous et à très bientôt. Merci.